suis de formation ingénieur. J'ai été directeur des produits industriels dans le groupe Siemens. Et quand j'ai pris ma retraite, je me suis investi complètement par un hasard de circonstances. De la rencontre avec une personne handicapée, je me suis investi totalement dans l'introduction de la domotique dans le milieu médical, paramédical, et plus exactement au profit des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes. Voilà. Donc, partant de là, je voudrais vous présenter le sujet de la domotique, qu'est-ce qu'elle apporte de plus. Ce matin, M. Verpeau, je crois, a dit que la domotique avait du mal à rentrer dans le circuit de l'industrie ou des équipements de l'habitat. C'est vrai, j'ai été le précurseur pour entrer en France sur ce marché. C'est un marché émergent, mais qui est déjà, dans le milieu collectif, entré en fonction. Par contre, ce que je me suis rendu compte, dû à des initiatives de gens qui avaient vécu dans des centres d'éducation ou des maisons d'accueil spécialisées, on a constaté qu'ils voulaient trouver les mêmes technologies qu'ils avaient appris à utiliser dans le centre d'éducation fonctionnelle ou la maison d'accueil spécialisée et qui voulaient les retrouver chez eux. L'un des premiers à avoir trouvé cette idée que je lui avais communiquée, mais que d'autres, il y avait une convergence d'informations, a été M. Delanoë, qui a fait les premiers chantiers avec une dénommée Madame Comitès, qui a fait les premiers chantiers domotisés de logements au sein de la ville de Paris. Il y en a eu une série de 150, et là on a vu apparaître un certain nombre de difficultés. Alors, pourquoi? Monsieur Rigola, je vous propose d'attendre un petit peu. Je voudrais juste qu'on présente notre autre invité, et puis effectivement, on rejoindra votre témoignage, ce retour d'expérience que vous nous proposez. Pascal Jacob, bonjour. Vous êtes le président d'Handidactic, I égale MC2. L'ai-je bien dit? D'accord. Vous êtes rapporteur auprès du ministère des Affaires sociales et de la Santé sur l'accès aux soins et à la santé des personnes porteuses de handicap. Donc vous êtes sur ce même champ d'une attention, d'une facilitation de l'intégration des personnes handicapées pour différentes raisons. Alors de quel handicap parle-t-on de votre côté? Alors d'abord, je suis parent d'enfants handicapés. J'ai 3 enfants et 2 d'entre eux sont infirmes moteurs cérébraux et polyhandicapés, puisqu'ils ont l'un de l'épilepsie en fin de vie et l'autre de l'autisme. Donc depuis 30 ans, je vis dans une famille qui a l'handicap, et je crois que c'est assez important de se battre pour trouver des solutions. Je crois que ce que vous avez vu, ce que j'ai lu et ce que j'ai pu pouvoir rencontrer, c'est que le numérique est en train de traverser les montagnes. Le numérique est en train de faire tomber des obstacles. Et ben, j'ai besoin aujourd'hui, je suis venu vous dire ce que j'attends du numérique pour le handicap et particulièrement dans l'accès aux soins. Ce sera un message plus dirigé vers les pouvoirs publics ou les services recherche et développement, vers les associations qui travaillent sur ce champ social et de l'intégration? Alors, bien évidemment, je vais d'abord essayer de m'intéresser à la recherche. Parce que aujourd'hui, pour bien soigner, il faut bien accompagner. Et pour bien accompagner, il faut bien soigner. Et je pense que le numérique est le début d'une vraie réflexion, non pas d'une pluridisciplinarité, mais d'une transdisciplinarité de la fonction de l'accès aux soins. Parce que c'est quelque chose qui va se faire ensemble. Et en effet, les pouvoirs publics doivent être là. Mais ce n'est pas les seuls. Il faut que nous ayons des neurones qui s'attaquent à la vraie problématique du handicap, à la vraie problématique de l'accès aux soins. J'ai vécu dans une dizaine de pays. J'ai toujours vu dans d'autres pays
la médecine se rapprocher de la personne handicapée que la personne handicapée se rapprocher de la médecine. Monsieur Rigola, on va entrer avec vous dans cette défense et illustration de la domotique, révolution maintes fois annoncée, mais dont vous voulez continuer d'être ainsi le porte-drapeau. On va visiter avec vous quelques lieux, découvrir quelques équipements. Avant d'entamer la présentation, je voudrais dire que l'organisateur a joint 2 personnes ici que nous connaissons, puisque l'association dont s'occupe M. Jacob construit une maison d'accueil spécialisée, donc un bâtiment collectif, et que là on va parler du maintien à domicile, et le cahier des charges de cette construction, c'est nous qui l'avons fait, et le cahier des charges des logements à vocation d'habitat, je vais vous expliquer pourquoi nous l'avons affiné, car le problème de la maintenance est un des problèmes essentiels de cette technologie. Alors ce sliding, il sera à disposition de tous les gens qui le demanderont. Il est plus complet que les 3 ou 4 illustrations, disons, que vous nous proposez. Absolument. Mais vous avez dans vos dossiers, vous avez un document que nous avons joint. L'idée du bailleur social, c'est de dire le bâtiment que je construis doit évoluer avec la dépendance. C'est-à-dire qu'il y a une période où on est jeune, on peut naître quelque part et on peut vivre et décéder ou mourir ou vivre en dépendance totale dans son logement. Ça, c'est la période jeune. Donc l'idée était de dire il faut que le bâtiment soit évolutif. Donc nous avons mis en place un système qui est le suivant. Lorsque nous avons un logement du type T2, on peut ajouter sur l'ensemble du logement un pré-équipement domotique qui permet ultérieurement d'équiper le logement. Donc cette période-là est la période de jeunesse, mais on introduit tout de suite dans la conception d'une cellule ou plusieurs cellules d'infrarouge distribuant l'ensemble du logement. Sur un coffret traditionnel, nous viendrons ajouter à un moment donné la domotique qui permet de pouvoir piloter. C'est bon, non? Vous préférerez peut-être, non? Vous avez un stylo infrarouge, je crois. On m'entendait ou pas? Non, mais c'est bien aussi, mais c'est pour vous donner le choix. Bien, alors, donc, je vais vous présenter ça. Vous avez ici une cellule infrarouge, un coffret. Ces cellules sont réparties et l'objectif, c'est de faire du logement une immense télévision. Alors, ça, c'est un coffret traditionnel sur lequel on va ajouter des interrupteurs spécifiques. À côté des 2, vous avez ça. Ce sont des interrupteurs spécifiques à infrarouge que l'on peut localiser en dehors de la construction d'origine. On peut les localiser là où on veut dans le logement correspondant, en fonction de la dépendance de la personne. Lorsque la personne devient dépendante, on ajoute donc un coffret domotique. On ne touche pas à l'installation. Il y a ici un système de connectique spécifique. On a déposé un brevet pour cela. Ce coffret donc devient complémentaire et permet d'automatiser l'ensemble du logement. En cas de panne, on change de coffret systématiquement. On ne travaille pas sur le site, on change de coffret. Ce qui nous permet d'arriver à cet écran que vous évoquiez avec ces multiples... Ce qui nous permet de le programmer avec une informatique qui programme l'installation et qui permet de faire fonctionner un ensemble cohérent. Alors ce qu'on appellera quoi? Vous l'appelez encore la maison intelligente, vous parce que la domotique, c'est tout public, mais là, on est sur un type de public particulier. Là, c'est une domotique spécifique aux personnes dépendantes. Voilà. Et pour pouvoir faire fonctionner cela, il y a des appareillages qu'on appelle des téléthèses. Là c'est le programmeur qui est en train de faire la programmation de l'installation. Et vous avez, à ce moment-là, l'ensemble
Voilà, il y a toute la gamme. Vous avez une gamme de télécommandes spécifiques en fonction de la pathologie de la personne. Voilà, on a le choix. Alors, donc c'est un travail que l'on fait généralement avec un ergothérapeute, ou bien le médecin traitant, ou bien le centre d'éducation qui vient appuyer l'installation. Ceci fonctionne. Donc il y a plusieurs fonctions. C'est digital. C'est digital. C'est défilement, oui, par défilement et infrarouge. Et ensuite nous avons des appareils à retour en reconnaissance vocale. D'accord. Alors pour le premier de la gamme. Ah non, pas toute la gamme. Non, vous n'allez pas. Non, tout décrire. Je ne vais pas développer. Okay. Je vais pas développer. Non, mais c'est pour montrer l'échéance que représente le prix de l'ensemble de ces matériels. On commence à 400 € et on termine à 3500 €. Ce sont des produits. Or, vous savez, il y a une législation qui permet aujourd'hui à une personne dépendante de bénéficier d'une subvention qui lui permet de vivre à domicile. Normalement, c'est la loi de 2005 et les maisons départementales pour le handicap qu'il y a dans chaque département qui financent ce type d'équipement. Alors, la personne qui est dans son fauteuil peut sortir de sa maison. Le verrouillage, il a les volets roulants, ça c'est le verrou de la porte. Il peut piloter depuis son siège ses volets roulants, il peut piloter sa porte-fenêtre coulissante, il peut piloter ses points lumineux, il peut piloter son téléphone à distance, il peut piloter sa télévision, sa chaîne IFI, etc. Il peut piloter le chauffage, le réguler. Si c'est de l'eau chaude, il régule l'eau chaude. Il peut piloter sa climatisation. Il peut piloter l'ensemble de ses fonctions, son lit s'il est hospitalisé, et ça ouvre la voie à l'hospitalisation à domicile ultérieurement, grâce au circuit et la mise en place d'une plateforme de soutien, et il peut piloter et appeler l'infirmière ou la tierce personne qui travaille avec elle. Donc maintenant, ce matériel est breveté, l'ensemble est breveté. Il a trouvé des applications auprès des bailleurs sociaux. J'ai informé les pouvoirs publics de la définition de ce produit, ainsi que la simplicité et l'économie à faire. Et des premières réalisations se sont faites dans la région de l'Oise, qui a été précurseur là-dessus et a écouté un peu plus, et notamment M. Yves Rome et ses collaborateurs ont apprécié ce système qui donnera lieu à des chantiers en cours sur Noyon, sur Clermont-de-Loise, sur Amiens-Nord, pensez la Somme, sur Chantilly et sur Paris, bien entendu. Et nous avons aussi des prescriptions en cours dans les Alpes-Maritimes, en Alsace et en Bretagne. Mais le plus en avant, c'est ici. D'accord. Fernand Rigola, avancez le fauteuil rouge, je suis désolé, il est un petit peu en retrait, il n'y a aucune raison. Pascal Jacob, sur le paysage de service que représente cette absolue en termes de domotique servicielle, pardon pour l'expression, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, je ne peux que féliciter Fernand Rigola, qui je connais depuis bien longtemps, et je pense que, en effet, nous avons énormément besoin d'informatique, de moyens, et particulièrement pour la personne dépendante. Handicap et numérique, pour nous, personnes un peu déficientes, pour nous, personnes handicapées, pour nous, personnes malades, c'est probablement un espoir énorme pour la communication. Aujourd'hui, nous n'avons besoin de votre aide pour travailler la communication. Vous avez un peu moins d'un tiers des personnes, des 6 millions de personnes handicapées qui ont des problèmes de communication et qui peuvent être en partie compensés par le numérique. Mais c'est aussi plus que ça encore, et en France, nous avons de très grandes avancées, c'est la compensation du manque d'autonomie. Quand vous voyez aujourd'hui les travaux qui sont faits par le CEA sur le cerveau robot, nous arrivons à trouver des solutions absolument merveilleuses et qui se développent
pour moi un petit peu dommagement, avec un peu de dommagement pour la France, parce qu'on voit des idées françaises se développer très vite au Japon. Je n'ai pas encore très bien compris pourquoi. Quelles idées vous Entre pensez ? autres, l'interface cerveau-robotique. En effet, l'informatique va être travaillée avec toute la domotique. Nous avons besoin d'une domotique. Il n'est pas pensable qu'aujourd'hui, on ait besoin de quelqu'un pour ouvrir une porte, pour allumer une lumière et pour éteindre sa télévision. Nous avons besoin aussi de l'informatique pour sécuriser notre monde. Et là, nous avons un vrai besoin. Et là, nous sommes assez en retard par rapport à d'autres pays. Nous en avons besoin pour l'accessibilité, pour la culture, pour la formation. Mais je voudrais venir à l'essence même de ce pourquoi je suis venu aujourd'hui, c'est vous parler de l'accès aux soins des personnes handicapées. Rapprocher le soin de la personne handicapée, c'est peut-être un travail qui se fait avec le numérique. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de bons soins sans bon accompagnement et il n'y a pas de bon accompagnement sans bons soins. Et pour que nous arrivions à bien travailler dans ce domaine, il faut que j'essaye de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis 1 an, et je remets le 6 juin mon rapport au ministre concerné. Je vais essayer de vous en donner quelques lignes et qui touchent fortement le handicap et les spécialités que vous avez évoquées au cours de ce printemps. Première chose, et qui est pour nous un des points le plus lourds, c'est que la personne handicapée aujourd'hui ne fait l'objet, sur le plan de santé, d'aucune prévention. Pas de prévention citoyenne. Lorsqu'il y a des campagnes nationales, quelles qu'elles soient, elle n'atteint pas la personne handicapée. C'est la raison pour laquelle nous avons en France 8 fois plus de cancers du sein, 11 fois plus de cancers du côlon. C'est des situations lourdes et difficiles. Là, vous parlez des personnes handicapées au travers de ces cancers ou de la population générale ? Ce sont les personnes handicapées qui en ont 11 fois plus. D'accord. Je voudrais vous dire que nous avons besoin de travailler pour permettre à la personne handicapée d'avoir ses soins. 70% des personnes handicapées adultes nous annoncent abandonner leurs soins courants. 70%. Nous sommes dans une situation de grande difficulté. Alors, pour moi, et ce que nous avons fait à travers 2 films que vous pourrez voir à la télévision après notre présentation au gouvernement, l'un qui s'appelle « Si tu savais » et qui a une réponse qui s'appelle « Si on voulait ». Pour nous, le monde de la santé, l'information de la santé appartient d'abord aux patients. Et si on ne part pas de ça, on va commencer à dérailler. Le deuxième problème que nous avons aujourd'hui, c'est que l'information qui appartient aux patients, elle sert de nombreux acteurs. Et il n'y a pas d'acteurs qui sont en responsabilité de soins qui ne puissent pas avoir accès à cette information. Le patient lui-même, et je vais vous dire, c'est très dur de faire sortir un dossier de l'hôpital aujourd'hui. C'est aussi dur de faire rentrer l'accompagnement à l'hôpital. Alors il faut ouvrir grand les portes, des 2 côtés. Il y a
la famille, les 8 millions d'aidants de personnes handicapées à domicile et l'ensemble des professionnels du soin. Quand vous réalisez qu'aujourd'hui, vous avez une personne handicapée sur 4 qui a un dossier médical constitué et normal dans le médico-social. Parce qu'il est resté dans le milieu médical. Donc aujourd'hui, la première demande que j'ai à vous demander, chercheurs, trouveurs, comment je pourrais avoir un carnet de santé unique, accessible à tous, aussi facilement manipulable que ça? Pourquoi? Parce que si nous avons une information, nous allons pouvoir tous ensemble travailler. Il y a une expérience actuellement à Lyon qui s'appelle le CS3, qui travaille avec le milieu hospitalier, qui travaille avec le milieu ordinaire du soin et qui fonctionne. Mais il faut le développer. C'est encore quelque chose d'embryonnaire. Nous avons besoin de ça pour donner l'accès aux soins des personnes handicapées. J'ai trouvé quand même extraordinaire, un de mes fils, la semaine dernière, a fait une crise cardiaque à 4 heures du matin. Il était gris. On a appelé le médecin qui nous a dit appelez le SAMU tout de suite. On a appelé le SAMU et le SAMU l'a emmené. Mais il avait une petite carte violette. Cette petite carte, c'était son dossier à Cochin en cardiologie. En 2 minutes, avec un iPad, on a su où était son problème, quelle valve ne marchait pas, comment. On a eu toutes les informations. On a pu le sauver. Alors, je voudrais vous dire, ça devrait être possible sur toute la médecine. Mais ça devrait être, ce carnet de santé doit être en même temps le carnet de l'accompagnement. Ce carnet de santé doit être en même temps utilisable par l'aidant qui est au quotidien avec la personne. Je vois mon ami Damien arriver, que je salue. Je voudrais vous dire, ce carnet de santé, il est déjà en partie conçu. Nous savons les fonctionnalités dont nous avons besoin. Nous ne savons pas comment le faire marcher en France. Est-ce une taille de tuyau? Est-ce une taille d'éléments? Quels sont les éléments qu'il faut faire? Le deuxième point sur lequel j'ai besoin de vous, c'est sur la prévention. Nous avons 3 types de prévention aujourd'hui que tout le monde a, mais que n'a pas. La première prévention, c'est la prévention citoyenne. Comment savoir à temps d'avoir une maladie? Eh bien, nous avons besoin de contacter des personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir accès à ça. Comment le faire? Ils ne sont pas à l'école, elles n'ont pas la médecine du travail. Comment peut-on faire? Deuxième prévention, et là, on est en train d'essayer de trouver des moyens, c'est la prévention des corps qui ne savent pas dire où ils ont mal. Et là, la France est extrêmement en retard. Une personne cérébro-lésée qui ne peut pas dire qu'elle a un problème à l'intestin parce qu'elle n'a pas mal. Eh bien, si nous n'avons pas les moyens de le savoir, nous allons nous trouver dans une situation où on va, pour un petit problème, avoir une occlusion. Pour un petit problème respiratoire, avoir une pneumonie. Pour un problème de cathéter parentéral, avoir des difficultés monstrueuses. Rendez-vous compte, aujourd'hui, en 2011, nous avons eu 178 000 journées
d'hospitalisation de personnes handicapées que pour des escarres. Ce qui aurait été possible d'éviter à 100%. Donc aujourd'hui, nous avons besoin d'outils pour la prévention sur le travail de la personne qui a un corps qui ne parle pas. La troisième prévention sur laquelle nous avons besoin d'aide, et elle est essentielle, cette prévention, c'est celle du diagnostic. En France, nous perdons entre 2 et 4 ans pour avoir un diagnostic sur l'autisme. Pourquoi? Parce que l'information, et ces 2 ou 4 ans sont des temps perdus de rééducation et de travail sur la personne qui l'empêchent et qui vont hypothéquer ses chances de vivre toute sa vie avec tout le monde. Nous avons besoin de votre aide pour la prévention. Nous avons aussi besoin, et là je reconnais que le travail qui a été fait est remarquablement fait dans l'Oise grâce au sénateur Rome, nous avons géolocalisé les personnes handicapées dans l'Oise. Nous avons géolocalisé l'offre de soins et on s'est aperçu qu'il y avait à certains endroits une énorme inadéquation. Donc vous avez été dans ce « aide-toi, le ciel t'aidera », c'est-à-dire cet apport d'éléments pour favoriser la décision publique ou la recherche privée. Est-ce qu'on conclut avec votre propos? On a bien entendu cet appel à l'imagination, aux investissements et la capacité que vous auriez à apporter en retour un bassin d'information, pourquoi pas d'expérimentation. On conclut, vous voulez bien? Alors, moi je voudrais conclure. C'est que dans le cadre de la stratégie nationale de santé, animée par le comité des sages que préside Alain Cordier, nous avons, il est apparu que la personne handicapée était un éclaireur de l'information dont avait besoin la santé. Elle savait avant ce que tout le monde a besoin, et d'une manière beaucoup plus forte. Alors je prends une analogie, on dit souvent que tout ce qui est fait en matière de recherche spatiale bénéficie après à la personne quand elle est dans sa voiture, dans sa vie quotidienne sur notre brave planète. Ce qu'on comprend, ce qui est une idée reçue, mais vous la validez à nouveau, quand on travaille sur le champ du handicap et qu'on découvre des choses, qu'on met en place des services, ce sont tous les valides ou les non-handicapés, je ne sais pas comment vous les appellerez, qui profitent de ces recherches? Alors aujourd'hui, il est évident que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dynamisé pour la personne handicapée a servi à tout le monde, a servi à la personne âgée, a servi à la maman avec une poussette quand il s'agit d'accessibilité et quand toutes ces informations-là. Donc nous avons besoin aujourd'hui de moyens informatiques pour géolocaliser les personnes. Nous avons besoin de savoir là où il va y avoir besoin de créer des unités mobiles de soins, c'est-à-dire de rapprocher le soin de la personne handicapée. Pascal Jacob, je vous propose d'écouter, alors le professeur Picard, je lui aurais bien donné la parole. L'économie sociale s'exprime pour recueillir votre double témoignage, messieurs. Alors, moi je suis intervenu, j'ai fait un peu peur, donc là j'ai essayé de faire moins peur. Je suis médiateur numérique, donc je suis concierge, mais je suis là médiateur numérique. Je vous entends bien, j'interviens sur le handicap également depuis 10 ans. Les espaces publics numériques partout en France travaillent beaucoup avec le handicap, il y a des choses qu'on voit moins. Je ne sais pas forcément toutes les réponses. Moi, j'ai en tout cas un élément de réponse à vous donner que vous pourrez peut-être mettre dans votre rapport, comme j'invite beaucoup de gens à faire. Ce qui a été très peu développé pendant ce printemps numérique, pendant les 2 jours, auquel j'ai assisté avec beaucoup d'attention, c'est l'open source. L'open source. Je suis d'une incompétence informatique, c'est ça, le problème. Tous ces mots très savants. C'est le métier qui entre là. Vous êtes là pour ça, justement. De la même manière, j'étais incompétent dans le handicap et que depuis, je suis intervenu dans les centres départementaux d'accès au travail, que j'interviens également auprès d'associations sur l'autisme, etc. Et j'étais moi-même inculte. Et par contre, un jour, j'ai fait l'effort de dire l'important, c'est pas de prévoir de l'avenir, c'est de le rendre possible, comme disait Antoine de Saint-Exupéry. Donc, du coup, vous voyez, vous pourrez vous intéresser à l'open source. Et l'open source, aujourd'hui, c'est le processus ouvert. Donc, je comprends bien que votre ami qui est à côté de vous doit faire des choses fabuleuses. Simplement, c'est très propriétaire ce qu'il nous a montré. L'open source, c'est tout ce que vous avez vu, c'est rendu libre.
C'est-à-dire qu'en fait, si ce n'est pas de l'argent que vous avez besoin, c'est de l'intelligence collective. Et pour ça, il faut que ça soit fun, il faut que ça soit amazing, comme on dit, que ce soit quelque chose de sympa. Et pendant que vous allez aller convaincre là, je sais pas, la vingtaine de dernières personnes qui restent, alors qu'on a été plus nombreux que ça, mais là on parle peut-être de choses moins rigolotes, ben, en fait, dites-vous qu'il y a des tas de gens qui sont des anonymes, qui sont des gens connus, qui sont dans des garages, qui sont dans des appartements. Et rien que parce qu'il y aurait une solution de domotique sur une application Android, ils pourraient la bidouiller, ils pourraient la hacker, ils pourraient la transformer. Et à ce moment-là, ils vont partager ça en open source. Ensuite, des entreprises comme Monsieur, ben, ils ne vont pas avoir des concurrents déloyaux. Ils vont pouvoir aller prendre également ce même code source et grâce à leur talent d'entrepreneur, ils vont en faire des produits, des services. Donc eux-mêmes pourront continuer à gagner leur argent. Par contre, plus élaboré, disons. Plus élaboré, plus user-friendly, comme on dit, on est dans le pays. En ce moment, on parle beaucoup d'anglicisme, c'est-à-dire que le côté, faut que ça soit fun. Vos smartphones, pourquoi vous les utilisez? Parce qu'ils sont devenus fun. Ergonomique. Arcos avait fait ça il y a 10 ans. Ils avaient 10 ans d'avance sur iPad, mais c'était moins fun. Maintenant, on parle de user-friendly. Donc voilà, pour être très clair, aujourd'hui, je vous invite franchement à mettre dans votre rapport qu'il va falloir aller voir l'open source, le processus ouvert, et ça permet le modèle économique qui est simple. Il y a des gens qui y ont accès, ils y vont, c'est gratuit. Par contre, c'est fouillis, c'est bordélique. On le fait juste parce qu'on a envie, parce qu'on s'amuse, et après on redonne ça sur un Wikipédia. Voilà, tout simplement. Deuxième chose, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tiens, j'ai vu qu'on pouvait le faire, mais tiens, ça, cette partie-là, je ne sais pas la faire. Fabriquer un fauteuil, par exemple, dans un Fab Lab. Aujourd'hui, si vous en doutez, on a fait des hackathons dans des pays comme l'Afghanistan, où on facturait jusqu'à présent 5 000 $ pour faire une prothèse, et grâce à des imprimantes 3D, on arrivait à faire des prothèses à 50 $ qui sont tout aussi résistantes. Mais il a fallu à un moment donné avoir le courage de parler d'open source, et effectivement, grâce à l'open source, vous avez des gens qui travaillent, vous avez des gens qui vivent, et comme vous l'avez dit très bien, je finirai par ça tout à l'heure, la santé n'appartient à personne d'autre qu'aux propres patients. Ben, je dirais que leur solution technique pour les sortir de cette merde leur appartient aussi. Donc l'open source permettra de faire ça. Voilà. Voilà, et toi, vous avez, pardonnez-moi si je peux répondre 2 petites minutes. Au cours des 6 mois de déplacement en France que nous avons fait pour rencontrer les personnes handicapées et leurs besoins d'accès aux soins, nous avons trouvé à peu près 80% de ce que demandaient les personnes handicapées existait. Elles existaient, mais ce ne sont pas des bonnes pratiques écrites, validées et qui puissent devenir aujourd'hui des éléments d'une formation continue ou initiale. Il faut se doter de cet outil. Et je pense que ce que vous décrivez là, aujourd'hui, devrait nous permettre de faire des banques de bonnes pratiques ou de bonnes idées pour les traduire en bonnes pratiques dans l'accès aux soins. Vous avez tout compris, en fait, de ce qu'est la communauté, le réflexe communautaire que suggère notre interlocuteur. Un sociologue ou l'ARS? On va changer d'univers. Marco, on vous retrouve avec plaisir. Hein. Monsieur Dubosc. Une réaction, un commentaire sur l'usage dans le domaine de la politique, enfin l'usage de la télémédecine dans le sujet, enfin des outils plutôt du numérique sur le secteur du handicap, par exemple. Bon. Non, je crois que ça a été très bien décrit. On voit bien que tout à l'heure on parlait de la santé, là on parle du handicap. On voit bien que ces outils sont des outils très adaptés pour faire en sorte, pour faciliter la vie. Tout à l'heure je parlais de parcours de soins. Le parcours de soins s'insère dans ce qu'on appelle un peu un jargon de parcours de vie. Bon. Et donc dès lors que une personne handicapée peut accéder à des outils, je veux dire, quand des soignants eux-mêmes utiliseront les mêmes outils, je veux dire, il y aura un dialogue beaucoup plus facilité entre les uns et les autres, dès lors qu'il y a eu une formation, un usage qui s'est petit à petit, où chacun s'est acculturé. Et de ce point de vue-là, je crois que chacun va dans le même sens. On en revient après aux obstacles pour faire en sorte que cela se diffuse, cela se généralise. On reste encore beaucoup dans le domaine de l'expérimentation, d'une sommation de bonnes pratiques stimulantes, intéressantes. Il reste à franchir des pas pour généraliser cela dans beaucoup de domaines. Un regard périphérique, celui d'un sociologue, Marco Diani. Et pourquoi donc périphérique? Parce qu'il embrasse justement notre vie en société, enfin j'espère. Sur la base de quoi? Non. Alors deux choses. D'abord,
j'ai énormément apprécié les deux interventions, la vôtre en particulier parce que j'en suis très touché. Vous allez voir, il y a presque un rapport d'anciens combattants. Figurez-vous que j'ai fait des premiers rapports sur télétravail et handicap, télémédecine et handicap dans les années 75-78 pour l'IDAT, qui est un institut de recherche sur les télécommunications. À l'époque, il n'y avait même pas le numérique ou le digital, on était encore à la machine à vapeur du numérique. Donc, vous voyez, ils sont allés nulle part, parce que ce n'est que maintenant qu'on parle exactement des mêmes choses. Je ne pense même plus qu'on les trouve dans les bibliographies. Ce que vous dites est vrai, et ce qui est vrai, ce qui me semble particulièrement vrai et juste, et ce sur quoi je voudrais attirer l'attention et renforcer encore plus ce que vous nous dites, c'est que nous devons partir vous comprendrez ce que je dis immédiatement, du pathologique pour comprendre le normal. C'est du pasteurisme sociétal de base. Et c'est ce qu'on ne fait pas. Il ne faut pas faire des grandes enquêtes. Si je peux me permettre, excusez-moi de vous interrompre, c'est de vous dire que la confusion entre la maladie et le handicap est la source de toute cette confusion. Oui. Mais non, mais de toute façon, pour aller plus vite, il suffit que quelqu'un ait fait un tour. Vous prenez 3 métros en Europe, je parle le métro de Berlin, le métro de Paris et le métro de Londres. Vous mettez la même personne, pas nécessairement handicapée complexe, mais une personne qui a un peu mal au genou. À Paris, elle n'en sort pas vivante. Ailleurs, elle va partout. Donc, aussi simple. Et puis maintenant, je fais un peu de citation sociologique. Michel Crozier, qui est un de nos plus grands sociologues, spécialiste de la bureaucratie, avait déjà écrit dans les années 63 un très beau livre qui s'appelle « Une société bloquée », ou le phénomène bureaucratique. Et là, je vous donne 3 exemples. Vous comprendrez immédiatement, et tout le monde comprendra pourquoi il ne s'agit ni de handicap, ni de télémédecine, mais tout simplement d'activer des choses qui existent. Je ne sais pas si vous étiez là hier, je disais qu'il m'est arrivé de travailler et d'enseigner dans 2-3 continents et d'y vivre, d'y être installé. Alors, il y a 20 ans, mon permis de conduire américain, californien, contient toujours, j'en ai toujours un, tout sur moi. Fiche médicale, si je suis donneur, de quoi, comment je vais être incinéré si mon corps va à la science et tout ça, c'est une barre, et tout est là. Quand j'étais en Écosse, où est né un de mes enfants, je suis depuis très longtemps donneur depuis que je suis tout petit, donneur de sang. Ils savent, encore aujourd'hui, si j'y passe, qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois, quelle est mon analyse, ce que ça contient, etc. Ça fait plus de 100 fois que je fais entre Bichat, la Salpêtrière, tous les endroits où je le donne en France. À chaque fois, j'aurais fait une fiche qui est pratiquement, non pas sur papier, mais sur parchemin. Les ordinateurs que nous avons sont, à mon avis, appartiennent à l'époque de l'exploration spatiale soviétique. Ils sont pratiquement à vapeur. Vous voyez ? Et sur ma carte vitale, il n'y a rien de tout ça. Alors, vous voyez ? Et rien n'est croisé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Est-ce qu'on a besoin de 3 missions interministérielles ou est-ce qu'on a besoin, même pas d'aller chercher les open data ou les open source, mais tout simplement qu'il y ait quelqu'un, mais ce quelqu'un, c'est toute une société qui est méfiante et qui doit dire on ouvre le robinet parce qu'il n'y a pas de liberté sans robinet ouvert. Voilà. Merci. Merci. Votre voisine, s'il vous plaît. Je suis très sensible au sujet du handicap parce que j'ai, dans une autre de mes casquettes, eu l'occasion de traiter la difficulté du langage et donc de la malentendance et l'apport du numérique. Il y a un sujet sur lequel, autant je peux entendre tout ce que vous avez dit, et la plupart des sujets que vous avez abordés étaient sur comment, non pas le numérique, mais l'informatique, comment le support contient la carte du dossier patient, comment est-ce que la technicité, le numérique, donc dans les prothèses, va répondre à. Il y a un sujet que vous n'avez pas abordé et que je pense qu'il faudrait réellement envisager, c'est la transformation des modèles
qu'a apporté le numérique. Alors, je m'explique. La transformation des modèles et notamment l'apport des réseaux sociaux. Parce que dans tout ce que j'ai entendu, même si je le partage, on est sur une vision, encore une fois, très descendante. On dit comment les pouvoirs publics, comment la structure va apporter des réponses en s'appuyant sur un outil qui est le digital. Ce qu'il faudrait aussi regarder concomitamment, l'un ne va pas sans l'autre, c'est comment la transformation, la co-responsabilité, et là où vous êtes sur un sujet extrêmement porteur, c'est que le sujet du handicap induit de facto des communautés de personnes qui sont rassemblées parce qu'elles partagent en commun une problématique qui est cette situation du handicap. Quel que soit le handicap, il y a ce phénomène communautaire. Et ce phénomène communautaire permet de faire émerger des solutions d'elles-mêmes. Elles vont en proposer, elles vont surtout, et je crois qu'on va le voir dans les remises de trophées tout à l'heure, elles vont surtout pouvoir apporter des renseignements collectivement parce que chacun des individus détient une petite information et que mis bout à bout, ça devient quelque chose qui est important à partager. Et souvent, on ne prend pas suffisamment en compte dans le propos que j'ai entendu le fait que c'est cette communauté qui, par les réseaux sociaux, par les réseaux et la transformation de ces modèles de gouvernance, parce que quand je parle de transformation de modèles, on n'est pas sur des modèles économiques, on est sur des modèles de gouvernance. Ça ne vient pas que des pouvoirs publics, la réponse. Elle arrive de l'enrichissement des individus entre eux. Là où la situation du handicap est beaucoup plus forte que les autres, c'est que ces communautés, vous les avez. Elles sont très organisées, elles sont très fédérées et les sujets qui la composent sont prêts à beaucoup plus de partage que peut-être dans d'autres communautés. Je prendrai juste un exemple si j'ai le temps. C'est celle de la gestion des places de parking handicapées. Il est arrivé à tout un chacun d'arriver sur une place de parking handicapée et de voir qu'elle était prise par une personne qui n'était pas handicapée. On est là sur un aspect très citoyen. La communauté entre elles, via des outils numériques, est capable aujourd'hui, avec juste une petite application sur un smartphone, de renseigner et de dire voilà, cette place-là, je l'ai trouvée à telle heure, à tel moment, parce que je suis géolocalisée, elle est occupée par un véhicule qui ne devrait pas l'être. Et on a bien là un phénomène de co-responsabilité sur un sujet lié au handicap qui permet de faire avancer des modèles de gestion ici de la place de parking handicapée. Ces sujets-là, sur tous les sujets de santé et d'accompagnement, sont des modèles de gouvernance qui émanent des publics concernés et qui ne sont pas descendants par les pouvoirs publics. Et je pense qu'il faudrait, si je puis me permettre, regarder plus avant ces sujets de réseaux sociaux dans les propositions qui sont à apporter. J'aimerais vous répondre quand même sur deux plans. La première chose, il y a un modèle qui nous manque dans l'accès aux soins des personnes handicapées, c'est le travail ensemble. Et le travail ensemble, c'est fondamental. Et pour qu'il soit fait, il faut avoir des langages communs. Et pour avoir un langage commun, il faut apprendre ensemble. Et ça, je vais vous dire, si le médico-social et le sanitaire sont si cloisonnés, c'est que les langages ne sont pas compris ni par l'un ni par l'autre et on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure que nous souhaiterions probablement avoir moins de pluridisciplinarité, mais beaucoup plus de transdisciplinarité. Nous voulons que le travail soit fait ensemble. Fernand Rigola, on a encore une dernière intervention d'un veilleur en entreprise. Oui, je voudrais... Ça fonctionne, très bien. Oui, je voudrais signaler que quand j'ai mis au point ce brevet de connectique dans le cadre du logement social, il se fait 150 000 logements par an. Aujourd'hui, quand on veut adapter un logement pour une personne dépendante, ça coûte à un bailleur social environ 20 000 €. Parce qu'on défait, et lorsque la personne déménage, on redéfait à nouveau pour le rendre pour une personne valide. Le système préconisé permet une connectique qui permet de remplacer le logement pour une personne valide sans laisser de travaux à faire. Pour arriver à faire comprendre cela, le précédent gouvernement, je l'ai envoyé à Mme Bachelot, qui l'a envoyé à Mme Kosciusko-Morizet, qui l'a envoyé à M. Apparu, puis s'occuper du logement, etc. La même chose s'est passée aujourd'hui avec
Madame, j'avais envoyé, oui, c'est ça, à Madame Delaunay, qu'il a envoyé à Madame Carlotti, qu'il a envoyé à un autre ministère, enfin bref. À un moment donné, cette cohésion que vous demandez au niveau social, d'intervenants sociaux ou d'associations, vous l'avez même au gouvernement, c'est la même chose. Il faut vraiment le combat pour la dépendance, le combat pour le handicap, c'est un combat permanent. C'est un combat permanent, c'est irritant. Monsieur vit ça au quotidien, moi je le vis du côté industriel, et je vous dirais une chose vraiment, l'idée que profondément je crois, ça serait qu'en Picardie, d'ailleurs les coffrets de domotique que je mets au point seront fabriqués en Picardie, à Laon exactement. Je ne sais pas si M. Yvron peut lui transmettre le message, mais je fais faire des systèmes électroniques aujourd'hui en Allemagne, alors que je souhaiterais qu'on les fasse chez nous. Et si la loi de la dépendance permet d'équiper les logements sociaux, il faut que ce système-là soit fabriqué en notre région, si possible. Monsieur Olivier Giraud, justement, un de ces industriels, Orange, en l'occurrence, le terme est générique, qui vous a bien entendu. Oui, bonjour. Juste une intervention en 2 points. Je voudrais rappeler que Orange, pour ceux qui ne le savent pas déjà, est un opérateur qui propose une gamme de services pour les personnes handicapées et que cette gamme de services est disponible dans un peu plus de 100 agences sur toute la France. Et nous sommes le seul opérateur à le faire. Et grâce à nos Orange Labs et nos plus de 3000 chercheurs anciennement du CNET. Ça, c'est le premier point. Donc nous sommes un opérateur qui n'oublions pas cette partie de la population. Et puis, vous savez qu'il y a la Fondation Orange qui, depuis ses débuts, fait beaucoup pour l'autisme. Et personnellement, je suis très impliqué aussi dans le sujet pour suivre un enfant autiste sur Paris. Et je voudrais dire que nous avons développé là aussi des services en partenariat avec un certain nombre d'universités et d'organismes, y compris, je pense, à l'université de Valencia en Espagne, avec des systèmes de pictogrammes qu'on retrouve sur les téléphones mobiles pour aider les parents, les enfants autistes à se faire comprendre. C'est un nouveau service que donc, nous avons développé et que nous mettons petit à petit en pratique en France et puis dans les autres pays où Orange est présent. Et puis pour l'aspect futuriste, je voudrais signaler qu'on a fait des tests très intéressants avec des robots et des parents d'enfants autistes, et en particulier les mères de famille, alors que les robots habituellement c'est pour les garçons, les papas. Non, là c'est les mères de parents autistes qui demandaient l'utilisation de robots, de tester en tous les cas l'utilisation de robots, pour tout ce qui est, le quotidien, où on doit rappeler tous les matins à son enfant qu'il faut lasser ses chaussures, qu'il faut se laver les dents, etc., etc. Donc pour toutes les parties du quotidien où on doit ressasser sans arrêt la même chose, eh bien les mères de famille étaient les premières à dire qu'un robot, pas uniquement évidemment, mais un robot pourrait les aider à les décharger d'une partie de ces difficultés quotidiennes. Merci, on va clore. Il y a M. Benamou qui nous rejoint, il y a une remise de prix, voilà, ça va se faire finir en champagne. Juste une petite chose, si tu savais, si on voulait, c'est ça votre gimmick à venir, votre slogan de campagne? Vous voulez nous compléter la chose? Si tu voulais, si tu savais... Alors, je suis ravi parce qu'il y a une star de Si on voulait qui est là, c'est Damien. Qui a travaillé avec nous dans le dossier, l'atelier accessibilité aux soins. Hein? Alors, si tu savais... Alors, si tu savais, c'est le film qui présente... On a compris. Non, je voulais juste vous demander, qu'est-ce que vous aimeriez mettre après ou qu'est-ce que vous allez mettre après ce si tu savais quoi? Si tu savais la difficulté qu'a une personne handicapée à avoir accès aux soins de tout le monde. Et je vous demande de compléter de la même façon le si on voulait. Si on voulait, on pourrait trouver 90 voire 100% des solutions grâce à une volonté et peut-être en grande partie au numérique.
C'est un petit peu long, mais je suis sûr que ça va toucher, et ça a déjà touché notre auditoire. Merci à vous, messieurs, pour ces témoignages.